Tu as le pouvoir en tant que quelqu'un qui communique bien de détruire comme de construire. Un leader, il va vouloir prendre les gens autour de lui puis les élever. Qu'est-ce qui a plus d'impact que quelqu'un qui est assis devant une foule puis qui bronche pas? Le contenu est là, le contenant ou la façon que c'est livré, c'est pas ton fort. Prends conscience que tu es là pour une raison. La personne devant toi n'est pas le plus importante, n'a pas plus de valeur que toi. Poser des questions, ça te permet aussi d'être un meilleur communicateur. Il n'y a personne de plus intéressant que quelqu'un qui ferme sa gueule. Tu peux pas apprendre quand tu parles. Les conversations difficiles, il faut qu'on en ait dans notre vie. Ce que tu fuis te suit, mais ce que tu fais face, c'est face. Il y a deux choses que je veux te parler là. Un des mots qui est le moins précis, c'est le mot « chose ». Puis être en mesure de dire quelque chose qui a de l'impact, c'est en ayant tes pensées, tes paroles et tes actions alignées ensemble. Tu as le pouvoir en tant que quelqu'un qui communique bien de détruire comme de construire. Donc, c'est de l'utiliser à bon escient. Puis j'aime que tu parles que ça peut détruire ou ça peut construire. Puis tu as parlé de leadership. Puis ces deux choses-là, ils s'alignent très bien. En tant que leader, tu peux utiliser la façon dont tu parles de certaines personnes et à certaines personnes pour amener les gens à un niveau plus haut. Puis c'est ça que ça fait un leader. Parce qu'un leader, il va vouloir prendre les gens autour de lui puis les élever. Puis il va pas être préoccupé d'être à une position plus haute, si on veut, que les autres. Parce que quand on va penser à un leader, on va penser à quelqu'un qu'on regarde puis qu'on s'inspire de. Donc on va souvent penser à quelqu'un qui est plus haut que nous, qu'on va look up to. Puis il y a une différence entre un leader puis quelqu'un qui veut juste être plus haut que les autres. Ça va avec l'humilité, mais quelqu'un qui veut juste être au-dessus des autres et pas nécessairement un leader, ce qu'il va faire, c'est justement ça. Il va utiliser la parole pour détruire les gens. Donc, il va essayer de rabaisser les autres, de détruire les autres, comme tu as dit, pour créer un espace ou un gap qui est encore plus grand et donner cette impression-là que lui est plus haut. Donc, il va essayer de détruire les gens par sa parole. Un leader, au contraire, il va essayer de construire les gens puis de les bâtir par la façon dont il parle. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. C'est quelque chose que j'utilise souvent, c'est donner à quelqu'un une réputation à se mériter. C'est une des choses les plus puissantes à faire. Donc, avec quelqu'un, quand tu gères des équipes, justement, ça, c'est quelque chose que j'utilise récemment dans les dernières semaines. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés. Puis, des fois, oui, ils ont besoin d'être corrigés, mais une des choses que tu peux utiliser, c'est ce pouvoir-là de bâtir les gens. Donc, tu vas voir les choses que ces gens-là, ils font bien, ou le potentiel que ces gens-là, ils ont, et tu vas focusser sur ça pour les amener plus haut. Donc, à quoi ça ressemble ça dans la vraie vie? C'est que tu vas voir quelqu'un qui fait très bien les choses, mais par exemple, qui va être plus lent à faire les choses. Et tu as besoin que cette personne-là, elle fasse bien les choses, mais qu'il les fasse un peu plus vite aussi. Tu as deux approches que tu peux prendre. Tu peux aller et dire à la personne, tu es trop lent dans ce que tu fais, il faut vraiment que tu fasses plus vite. Parce qu'on a un standard, on a besoin d'atteindre tel objectif. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut que tu accélères ton rythme parce que tu es vraiment trop lent, tu es sous la norme. Ou tu peux approcher cette personne-là en lui donnant une réputation à mériter. Puis de le bâtir sur les choses qui sont déjà ses points positifs. À la place, tu vas lui dire, tu es quelqu'un, je remarque, qui est très méticuleux, tu prends vraiment soin que toutes les choses soient faites de la bonne façon. C'est quelque chose que j'admire en toi. Puis je le vois en ce moment, tu es déjà en train de t'améliorer dans ton temps par rapport aux semaines précédentes. Puis je le vois que tu t'en vas puis tu vas être capable d'atteindre le standard. Je suis confiant que d'ici les 2 prochaines semaines, tu vas atteindre le temps qu'on a besoin d'atteindre parce que je vois que tu es quelqu'un qui travaille fort puis qui veut atteindre les objectifs aussi. Fait que dans un, tu viens de détruire la personne. Dans l'autre, tu viens de bâtir la personne en lui donnant une réputation à mériter. Tu viens de placer ta confiance en l'autre personne. Puis tu viens de lui dire, moi, je crois en toi. Je crois que, d'un, tu fais bien les choses. Puis de deux, tu es en train de t'améliorer sur ce point-là de la vitesse, qui était peut-être ton point faible. Puis la personne, elle vient de te dire, hey, je pense que tu vas être capable de réussir, puis je crois en toi. Qu'est-ce que ça fait pour une personne, ça? C'est un boost de motivation extrême. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant, puis que tu peux utiliser pour construire les autres autour de toi. Et c'est un des points, en tant que leader,
qui est très notable chez une personne. Ouais, puis un leader, dans le fond, est capable de dire à quelqu'un comment est-ce que je peux mettre les ressources à ta disposition pour que tu atteignes cet objectif-là, qui est important pour toi. Le leadership, c'est tout simplement être capable de mettre quelqu'un dans une position avec les ressources parce qu'il est capable de s'épanouir. Mm-hmm. C'est de servir les autres pour pouvoir atteindre un objectif commun. Exact. Parce que pour avoir un leader et des gens qui le suivent, il faut que leur mission elle soit commune. Puis après ça, la façon comment un bon leader va faire, il va prendre ces personnes-là, puis il va les aider pour que le groupe est dans la bonne direction pour atteindre cet objectif commun-là. 100%. Puis chaque personne peut mener à son image, à sa manière, quelque chose ou quelqu'un. C'est pas parce que la personne, pas parce qu'un jeune homme a de la difficulté c'est pas parce qu'un jeune homme a besoin d'être leadé, si on veut, que lui ne peut pas leader quelqu'un en bas de lui. Quand on parlait la dernière fois, c'est de dire il y a 3 niveaux. En haut, au même niveau que toi, puis en bas de toi. Puis la meilleure manière de s'élever, c'est d'aider les autres à s'élever. Ouais. Fait que ça revient encore à ce qu'on disait. Puis pour élever quelqu'un, tu as besoin d'être en mesure de communiquer à cette personne-là puis de le comprendre. Donc, le bon communicateur est un leader. Le bon communicateur comprend à qui il s'adresse. Le bon communicateur est en mesure d'élever les gens. Le leadership, c'est un sujet qui est très intéressant. Puis je pense qu'on pourrait faire un épisode complet par rapport à ça. Il y a tellement de stock à déconstruire là-dedans, puis j'aimerais ça qu'on y aille. Sauf que j'aimerais qu'on revienne un peu plus centré sur la communication. C'est sûr que la communication est une partie du leadership, fait qu'on y reviendra aussi. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on passe à travers des points un peu plus techniques. Peut-être pour quelqu'un qui a déjà une certaine confiance, une certaine aisance quand il s'exprime. C'est quoi les points que cette personne-là, elle peut porter une attention particulière et qui va faire en sorte qu'elle va passer d'un niveau à une coche au-dessus. Puis, au travers de son processus d'amélioration de communication, ben c'est des trucs qui s'ajoutent. Donc, tu vas ajouter un point, puis une fois que ça c'est maîtrisé, ben tu vas rajouter un autre, puis c'est comme des additions à ta communication. Donc, c'est quoi ces points-là? Puis, si tu as des trucs, comment est-ce que ces personnes-là peuvent se pratiquer ou implémenter ces choses-là dans leur communication? Ouais. Je pense que première chose, c'est de s'entourer des gens qui t'impressionnent quand ils parlent. Quand ils parlent, puis avant... Je recommence. Trouve les gens qui parlent bien, puis qui ont un esprit puis que tu es en mesure de voir avec ton esprit critique qui ont de la viande autour de l'os quand ils disent quelque chose. Une fois que tu as trouvé cette personne-là qui t'inspire à mieux parler, puis qui a quelque chose à t'apprendre, puis qui est éduqué, rentre dans cet environnement-là d'une manière ou d'une autre, puis analyse la conversation que tu as avec cette personne-là. Pas obligé de te forcer à mieux parler. Sois toi-même, évidemment, parce que si t'es pas toi-même, tu vas pas être capable de prendre conscience des autres aspects qui se passent là. Fait que sois toi-même, prends la personne devant toi qui t'inspire, qui parle mieux, qui est à l'aise, puis qui est à un niveau que tu aimerais atteindre. Puis remarque quelques petites choses. À chaque fois que tu y parles, remarque une chose de plus. Prends note. Ou regarde quelqu'un, exemple, une figure publique qui pourrait t'inspirer, qui t'inspire confiance. Un politicien, un philosophe, une personnalité publique, quelqu'un qui t'inspire. Puis regarde cette personne-là, puis analyse, premièrement, juste la manière dont elle parle. Les mots qu'elle utilise, la fluidité, comment elle enchaîne d'une phrase à une autre, quels mots il y a entre les phrases. C'est la base, la communication, la parole. Ensuite, regarde juste son visage, ses sourcils, son sourire, ses expressions faciales, sa manière dont... Est-ce que tu te regardes en plein dans les yeux ou le moment où est-ce qu'elle a besoin de t'exprimer quelque chose, elle va regarder ailleurs pour aller captiver ton attention sur quelque chose d'autre. Analyse juste le visage. Ensuite, comme tu disais tantôt, c'est un tout. Fait que la prochaine étape, c'est d'analyser c'est quoi les gestes que la personne utilise. Tu sais, on s'entend, c'est pas tout le monde qui va parler avec des grands gestes. Comme moi, je parle avec des grands gestes. Mes racines latines le disent. Là, genre, je veux dire, on le sait, on parle avec nos mains. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens très calmes. Puis si la personne qui t'inspire, c'est quelqu'un de très posé. Je pense qu'un bon communicateur aussi, c'est quelqu'un qui est très calme. Puis c'est ce que je travaille en ce moment, c'est de me calmer quand je parle.
Parce que qu'est-ce qui a plus d'impact que quelqu'un qui était assis devant une foule puis qui bronche pas? Qui a juste une parole, quelque chose à dire puis qui le dit. Sans flafla, sans mots de remplissage, sans grand geste. T'écoutes cette personne-là quand elle parle. Parce que tu sais que c'est de la sagesse pure et incarnée. Quand une personne calme parle de quelque chose. Donc, première étape, je pense, c'est juste de regarder autour de soi-même puis de se demander qu'est-ce que lui fait que je pourrais implémenter maintenant. Donc, c'est de trouver un mentor. Exact, mais sans nécessairement demander un mentorship, juste de t'entourer de meilleures personnes. Une inspiration. Exact. D'avoir quelqu'un Exact. que tu voudrais ressembler à par sa communication. Exact. Puis quand on dit mentor, c'est pas nécessairement quelqu'un que tu dois connaître personnellement aussi. Tu peux avoir des gens que tu considères comme tes mentors, Exact. mais que tu vas juste apprendre de eux sans les connaître personnellement. Absolument, aussi. absolument. Moi, je propose qu'on se mette en situation. Donne-moi, on va le faire, on s'alterne, OK? Donne-moi une situation de quelqu'un qui serait dans une difficulté de communication, puis je vais te dire qu'est-ce que je ferais à sa place, et vice-versa. Exemple, je commence. J'ai 15 ans, j'ai vraiment de la misère à faire une présentation orale à l'école. Puis j'ai des mauvaises notes là-dedans, puis ça me freine. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu as des mauvaises notes? C'est quoi qui fait en sorte que... Ben, je suis vraiment stressé, puis je fige devant le public. Par quoi je commence? Pour au moins arriver à un stade où est-ce que je peux faire ma présentation. C'est pas obligé d'être bon, là. OK, fait que c'est l'incapacité de parler complètement. Ça ou fige. la grande difficulté, gros stress. Le gros stress pour faire les présentations orales quand ça arrive à l'école. Première mise en situation. OK. En 25 secondes. On y va de même. En 25 secondes? Ouais. OK. Pas apprendre de texte. Donc, ton texte que tu as fait pour ta présentation orale, oublie ça. Oublie ça, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Donc, à la place de faire ça, connais ton sujet, lis par rapport à ça plus que ce que tu dois parler. Donc, deviens un expert dans ce sujet-là. Mets-toi des lignes directrices pour pouvoir passer à travers. Donc, tu peux même faire ce qu'on parlait tantôt, le schéma. Donc, si ton sujet pour ta présentation orale, c'est la communication, est l'écoute, est la gestuelle, est l'éloquence. Puis, après ça, tout ce que tu as à faire, c'est tu as à retenir peut-être 5 choses qui est tes 5 sous-points. Puis après ça, tu parles juste par rapport à ça, de ce que tu connais. Donc, ta connaissance que tu as acquérie par rapport à ce sujet-là, c'est ça qui va te donner la confiance de parler par rapport à ça. Et ça va t'aider à ne pas freiner, parce que ce qui arrive souvent, c'est que tu as appris un texte par cœur. Puis là, si tu manques une phrase ou un mot, ben là, ça te bloque pour le reste. Puis là, ça te stresse plus. Donc, la chose que je dirais la plus importante pour garder ça court, il y aurait d'autres choses, mais fais pas de texte. Fais-toi juste un plan très sommaire et connais ton sujet. Puis oublie pas de respirer. Ça, c'est un bon point. Respirer, la respiration est un point très important de la communication aussi. 100%. Je t'écoute. Fait que là, tu veux que je te lance une mise en situation? Exact. OK. T'es un homme dans ta trentaine, tu travailles pour une multinationale. T'as une opportunité de promotion qui s'en vient et t'as une présentation à amener devant un board meeting d'une dizaine de personnes, dont la grande majorité sont des supérieurs puis des hauts placés de la compagnie. Puis là, tu te demandes qu'est-ce que tu devrais faire dans cette présentation-là. Est-ce que... Puis ton défi, c'est pas que tu figes, c'est que tu as de la difficulté à être cohérent dans ce que tu dis. Puis tu es très, très tendu quand tu parles. Tu es capable de livrer ton message, mais tu sonnes très monotone et t'as aucune vie dans ce que tu dis. Donc, le contenu est là, le contenant ou la façon que c'est livré, c'est pas ton fort. OK. Premièrement, pour faire baisser le stress directement, prends conscience que tu es là pour une raison, puis que tu as été choisi pour présenter devant ces gens-là, ces supérieurs-là, sont au même stade que toi, ils ont juste un plus haut salaire. C'est des humains, premièrement.
Deuxièmement... Ça, c'est bon. Veux-tu répéter ça? Parce que Ouais, c'est vrai. Dans la société, c'est... Ouais. C'est très hiérarchique, puis on va attribuer la valeur différente à certaines personnes, mais à la base, ça revient qu'on est tous on met les gens sur des piédestals parce qu'ils sont hauts dans le marché du travail. C'est des entrepreneurs, c'est des médecins. Oui, respect à ces gens-là, absolument. On vit dans une société hiérarchique. Par contre, ça reste des humains. Ça reste des gens qui ont passé par les mêmes défis, qui ont travaillé fort, puis qui ont leurs défis personnels à eux-mêmes. Fait que c'est super important de ne pas placer tout le monde sur des piédestals, peu importe. Donc, respecte-les. Exact. Idolâtre-les pas. Exact, ne pas idolâtrer ça. Les gens, c'est des personnes normales. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus... La personne devant toi n'est pas le plus importante, n'a pas plus de valeur que toi. Puis, laisse-moi te poser cette question-là. Je sais pas si tu as remarqué ça dans ta vie, mais moi, j'ai remarqué souvent que les gens qui sont dans des positions plus hautes, c'est les gens qui sont souvent le plus terre à terre. Ouais. C'est les gens qui veulent le moins se prouver puis qui ont moins ce sentiment de supériorité-là. Puis c'est ça qui les a amenés à ces positions-là. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais moi, j'ai remarqué que c'est souvent les gens en position d'autorité à plus bas niveau qui ont plus ce sentiment-là de supériorité que les gens qui sont à très haut niveau. Ben oui, absolument. Parce que comment tu veux trouver des opportunités si tu n'es pas ouvert à tout ce qui s'approche de toi? Même un entrepreneur à succès de 60 ans avec des millions de dollars en banque est ouvert à des nouvelles opportunités. Il est capable d'écouter quelqu'un de plus jeune. Puis si ce jeune-là est en mesure d'aller le voir avec une confiance que lui peut l'aider, puis de ne pas le mettre sur un piédestal, il y a des chances que ça se concrétise ou qu'il reste avec une bonne opinion de toi. Mais ça, il faut faire un épisode là-dessus, à 100%, sur la perception des gens qui nous entourent. Prenons note parce que c'est super intéressant. Puis il y a tellement d'expériences qu'on a faites, que j'ai faites sur la perception. La perception, en fait, de vivre en société avec différents types de personnes dans une hiérarchie. Okay. Comment traiter ce monde-là? Parce que je pense pas que le corporate, le côté corporate est à mettre de l'avant dans cette situation-là. Le respect, oui, mais pas le côté idolâtrer les gens qui sont plus hauts que moi. Bref, pour revenir à ce que tu me disais, le plus important, c'est de prendre conscience que tu es dans cette salle-là puis qu'au même niveau que toi, les gens en avant, s'ils ont juste des plus hauts salaires, ne sont pas plus importants que toi. Oui, dans la compagnie, mais pas dans ce monde. Premièrement. Deuxièmement, c'est surprends-les. Surprends-les parce que c'est pas parce qu'ils sont devant toi puis qu'ils attendent une belle prestation de ta part que tu es obligé de leur faire un grand monologue monotone. Non, tu peux interagir avec eux, pose des questions, interagis. Tu vas te démarquer. Premièrement, tu te démarques automatiquement en interagissant avec ton public. Puis deuxièmement, tu laisses une belle impression de « j'étais pas là pour moi, j'étais là pour vous ». C'est ça qui casse le discours puis qui fait en sorte que t'es pas la personne qui fait une présentation orale. Tu es là pour aider le monde puis tu es là pour leur montrer qu'ils ont besoin de toi à ce poste-là. Ça, c'est un point extrêmement important puis je voulais l'aborder. Puis le super pouvoir de la communication, ou un des super pouvoirs de la communication, c'est poser des questions. Poser des questions parce que ça démontre que tu es intéressé à la personne, tu es intéressé à plus comprendre. Donc, au lieu, comme tu dis, cette personne-là, de présenter ce qu'elle pense, elle va aller poser des questions. Puis ça fait en sorte que d'un, les gens sont plus engagés parce qu'ils vont devoir répondre aux questions. Donc, ils vont se sentir plus interpellés par ce que tu as à dire. De deux, ça démontre que tu as un intérêt pour cette personne-là puis son avis. Puis, quelque chose qui est très intéressant avec les questions, c'est quelque chose que les gens ne remarquent pas. C'est quelque chose que je viens de faire. Tu sais, tu m'as mis un peu on the spot quand tu m'as dit qu'on va faire des mises en situation. Le jeune de 15 ans, c'est quoi la première chose que j'ai faite? Je t'ai posé une question. Ouais. J'ai dit, OK, mais c'est quoi que cette personne-là, elle a... Parce que au lieu d'être comme surpris par ça, je pose des questions, de un, pour clarifier, pour être sûr que je réponds de la bonne façon, mais de deux aussi, ça me permet de prendre une pause puis me donner plus de temps. Ils n'ont pas le choix de t'écouter, sinon ils ne vont pas répondre bien à la question. Oui, mais non seulement ça, c'est que moi, je me donne un temps d'attente parce que ça me permet de réfléchir aussi. Par le moment que tu clarifies, j'ai plus de temps aussi pour penser. Fait que de poser des questions, ça te permet aussi d'être un meilleur communicateur. Ça, c'est un des super pouvoirs de la communication. Il y a un prof de communication que j'ai eu au cégep. Il a dit « il n'y a personne de plus intéressant que quelqu'un qui ferme sa gueule ». Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis je l'ai remarqué, je l'ai vécu même. Quand tu fais une date, là, la fille, elle t'aura jamais trouvé autant intéressant que si je recommence.
La meilleure date que tu vas avoir, c'est la date parce que tu n'auras pas dit un mot puis que tu vas avoir posé des questions puis laisser la personne te parler. La personne va avoir une bien meilleure... La personne va avoir une bien meilleure opinion de toi si elle a parlé d'elle tout le long. C'est quoi le sujet préféré déjà? Eux-mêmes? Eux-mêmes, c'est normal. Eux-mêmes. Fait que pose des questions, laisse plus de temps aux gens de parler. Ben, c'est Il y ça. a le fameux dicton que t'as 2 oreilles et une bouche. Donc, écoute plus que tu parles. Bien dit. Écoute 2 fois plus que tu parles. Ouais. Pose des questions, laisse la personne parler. Puis si tu es dans un état d'esprit que tu veux apprendre aussi, réalise que tu peux pas apprendre quand tu parles. Tu sais déjà tout ce que tu sais, mais tu sais pas ce que l'autre personne elle sait. Ouais. Puis comment tu vas apprendre puis connaître ce que l'autre personne elle sait, c'est en la laissant parler, en posant des questions. Donc, écoute ce que la personne elle a à dire pour apprendre, puis te développer, puis devenir une meilleure personne. Puis c'est pas vrai que parce que t'es meilleur qu'une autre personne dans un domaine en particulier que t'as rien à apprendre de cette personne-là. Moi, je crois fermement que tu peux apprendre de chaque personne. Ouais. Chaque personne que tu croises, peu importe sont à quel niveau et de quelle façon tu les perçois, tu peux apprendre de tout le monde. Absolument. Ok, je te mets sur le spot. J'ai 18 ans. J'aspire à... Je suis en train de m'inscrire à l'université. Okay. Ou je suis en train de réfléchir au programme universitaire que je veux faire. Mais tout le monde me dit que je dois aller faire ça, mais moi je veux être ingénieur, mais ma mère me dit que je dois être avocat et tout. Mais j'ai de la misère à savoir qu'est-ce que je... Ça n'a pas de sens ce que je dis. Ça n'a absolument pas de sens. Ça avait l'air d'être une question qui allait plus... Ouais, ça n'a pas rapport avec la communication. Ouais. Ça n'a pas rapport avec la communication. Je refais une question par rapport à la communication, mais je te reposerai cette question-là à un moment donné. Ouais. J'ai encore 18 ans. Puis, j'ai vraiment de la misère au travail à aborder une situation avec mon gérant. Parce qu'il me fait vraiment chier. Puis, il me dit des trucs pas gentils, puis j'ai l'impression de me laisser faire. Qu'est-ce que je fais? Donc, tu es déjà à cette situation-là. Une des choses les plus faciles à faire, c'est d'être proactif par rapport à ça. Si tu es rendu à ce point-là, ça veut dire que tu as déjà laissé ça passer. Parce que souvent, ça ne va pas commencer. Là, si on parle de manque de respect, de commentaires qui sont faits, que ce soit par un supérieur ou même souvent par des collègues de travail, c'est que tu as laissé les petites choses passer au début. Fait que ça, c'est un truc, là, pour cette personne-là qui est dans cette situation-là, c'est peut-être pas possible de le faire, mais pour ceux qui voient que ça s'en va dans cette direction-là, sois proactif, puis laisse pas passer les petits commentaires. Laisse pas passer les choses. C'est pas de dire sois confrontant. Tu n'as pas besoin de confronter les gens tout le temps. Tu peux juste mettre à la lumière un commentaire que quelqu'un a fait ou mettre en lumière une action qui a été posée. Puis des fois, c'est peut-être juste les gens ils l'ont fait sans s'en rendre compte. C'est pas de mauvaise foi qu'ils l'ont fait. Donc de dire quelqu'un va faire un commentaire puis tu dis hey, fais pas des commentaires comme ça, c'est déplacé. Ou c'est quoi ce commentaire-là? Ça n'a pas sa place ici. Tu n'as pas besoin de manquer de respect. Puis, des fois, c'est peut-être quand c'est des gros... Ça peut être en groupe, là, je pense à la situation d'un collègue de travail. Ça peut être fait quand il y a des groupes. Il y a des façons aussi... Il y a des moments aussi où il faut prendre conscience de est-ce que tu fais la reproche sur le moment immédiat ou tu le fais par la suite, en 1 à 1. C'est quelque chose qui est important parce que une règle générale que j'aime bien adopter, c'est praise in public, correct in private. Fait que tu vas aller remonter les gens devant les autres. Fait que tu vas encourager les gens, tu vas mettre en lumière les bons points qu'ils ont fait quand tu es en groupe devant d'autres personnes. Puis si tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un, tu as besoin de lui parler, fais-le en privé. Mm-hmm. Fait que pour revenir à la situation, la personne est déjà là. Ça va être la même suggestion de commencer à mettre son pied à terre. Sauf que ça se peut que ce soit plus difficile que si tu l'as fait au début. Parce que si tu l'as fait au début, ça va pas avoir escaladé, ça va pas être à ce niveau-là. Mais selon moi, ça serait de... Puis c'est quelque chose qui est difficile, surtout pour les gens qui ont... Ça se peut qu'il y a des gens qui ont peur des confrontations, ils ont peur de comment ça arrive. Puis
laisse pas ça continuer. Parce que si tu laisses ça continuer, c'est là que tu vas arriver à un point où la tension va monter, la frustration va monter, puis ça se peut qu'à un moment donné, t'exploses, puis tu veux pas arriver à ce point-là parce que tu seras plus rationnel rendu là. Tu vas plus être capable de t'exprimer correctement. Donc, c'est de réaliser que, OK, ben oui, ça va être difficile, ça va être une conversation difficile. Puis les conversations difficiles, il faut qu'on en ait dans notre vie. On peut pas laisser les choses passer. Non, exact. Parce que ce que tu fuis te suit, mais ce que tu fais face s'efface. Donc, si tu fuis toutes les conversations difficiles, ça va juste continuer, ça va te suivre. Tandis que si tu fais face à ces conversations-là, tu fais face à cette situation-là par des conversations difficiles, ben ces situations-là, ils vont s'effacer. Ça va se régler, ça va devenir mieux. Donc, plus tu attends, pire ça va l'être. Plus proactif que tu es, plus facile que ces conversations ils vont être. Donc, au moment où tu es, il faut que tu aies une conversation avec ce supérieur-là. Et ce que j'aime faire dans les conversations comme ça, c'est commencer avec des questions aussi. Puis commencer à... Hey, le commentaire que tu as fait tantôt, j'ai peut-être mal compris. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Tu y vas pas en attaquant. Oui, quand je parle de confrontation, mais si tu veux pas... Puis surtout avec un supérieur, tu veux pas arriver en attaquant. Parce que si j'arrive en t'attaquant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te mettre dehors. Oui. Dans cette situation-là, probablement. Mais quand quelqu'un se sent attaqué, qu'est-ce qu'il va faire? Sa réaction, c'est de se défendre. Oui, absolument. Donc, tu veux pas donner ce sentiment-là que faire sentir à cette personne-là qu'elle se fait attaquer parce qu'elle va vouloir se défendre. Donc, tu veux arriver, avoir l'attitude de curiosité, c'est quelque chose qui est très puissant aussi parce que tu passes sous les radars. Fait que tu arrives, tu dis... Hey, t'as fait un commentaire tantôt, j'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Ah, tu voulais dire ça? OK, je voulais juste clarifier parce que moi, je l'avais perçu d'une autre façon. Hey, laisse-moi juste t'expliquer comment je l'ai perçu. Puis regarde, je pensais que tu voulais dire ça. Puis moi, ça m'a mis vraiment inconfortable. Là, la personne, c'est sûr qu'elle dit hey, non, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Hey, c'est pas ça que... Ah, OK, parfait. J'ai eu peur. Je voulais juste être sûr parce que, tu sais, ça arrive certaines fois que... Un autre point très important, c'est toujours parler par rapport à soi. Ça arrive quelquefois que je perçois comme ça ou je me sens de telle façon au lieu de dire que tu as fait ça. Ça revient au point de est-ce que la personne va se sentir attaquée ou non. Si j'arrive puis je dis « Hey Noah, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. » Tu te sens attaqué parce que c'est toi. Tandis que si je dis « Hey Noah, à ce moment-là, je me suis senti de telle façon. » J'ai pas apprécié. J'ai perçu cette situation-là de telle façon. Tu peux vouloir communiquer exactement le même point, mais ça va être perçu de deux façons complètement différentes. T'es un brain. Non. Là, ça peut vraiment aider beaucoup de monde. J'espère que les gens vont se rendre jusque-là puis qu'on va faire des capsules par rapport à ça. Puis même des capsules individuelles par rapport à ce genre de choses-là parce que c'est super intéressant. C'est quelque chose que moi, personnellement, des fois, j'aime pas me confronter. J'aime pas confronter les gens puis c'est pas dans ma nature. J'ai trouvé d'autres manières de justement aborder des conversations, mais pas dans la confrontation. Puis, si tu vois, ça, c'est quelque chose qui est super pertinent. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on y aille rapidement. Je vais passer des points de la communication. Puis, si tu as des trucs par rapport à ça, tu les dis rapidement. Si j'en ai, je vais les dire, puis on passe au prochain. C'est bon. OK? On va commencer avec la gestuelle, parce que tu es quelqu'un qui est très bon. La gestuelle. Comment tu peux faire pour améliorer ta gestuelle? Tu te rends compte que tu es extrêmement plate si tu as les mains dans le dos. OK. Tu sais, moi, si je parle comme ça, je me sens plate. Puis je sais que tu vas me trouver plus plate. Fait que je pense que l'idée, c'est tout simplement de mets-toi les mains dans le dos, puis essaie de parler, puis sens que tu n'as pas le même impact. OK. Puis pour les gens qui le font déjà, ça se peut qu'il y a des gens ils ont tout le temps les mains collées, ils ont les mains dans les poches souvent quand ils vont parler. Il n'y a pas de problème à avoir les mains dans les poches, mais assure-toi que les mains dans tes poches, ça veut dire que tu es tellement confiant dans ce que tu dis que tu n'as pas besoin de tes mains, et non que tu es trop gêné, fait que tu te renfermes sur toi-même. Fait que prends conscience, tu sais, si c'est parce que tu es super confiant, tu sais, mettons, je te parle, puis j'ai les mains dans les poches, c'est parce que je suis sûr de ce que je te dis. Mais peut-être que si j'aborde un sujet qui me rend inconfortable, je vais être comme ça, puis je vais me renfermer sur moi-même, puis comme ça. J'ai pas de l'air confortable. Fait que aie conscience de qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi ton corps réagit de telle manière. Puis si ça révèle une insécurité, pratique-toi.
puis change un peu la manière dont tu abordes le sujet pour être plus à l'aise. Un bon truc pratique que les gens peuvent faire, c'est se mettre devant un miroir, puis regarder la façon comment ils parlent, puis de OK, est-ce que je suis tendu? Est-ce que la distance entre mes épaules et mes oreilles sont plus petites qui fait en sorte que j'ai l'air moins confiant? Ou est-ce que je suis détendu, la position entre mes épaules et mes oreilles est plus basse? Est-ce que j'ai des mouvements qui sont très larges? C'est quoi l'impact d'avoir les bras trop grands? En fait, des fois, ça peut avoir un impact de dominance. Est-ce que je vais garder mes mains dans la zone d'influence qui est ici devant la poitrine? Exactement. Donc, c'est des choses que tu as à tester. Tu peux, comme aussi tu as dit, voir des gens, des mentors, des gens qui t'inspirent, qui sont des bons communicateurs, puis voir comment ils utilisent leurs mains dans la gestuelle. Ben pour les gestes, imagine une boîte devant toi. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai développé ça. J'avais fait des recherches à un moment, puis les grands orateurs, les politiciens, quand ils suivent des cours de rhétorique, il y en a, pas tous, évidemment, il y en a qui ont des grands mouvements. Il y a deux options. Quand tu as fait des grands mouvements, soit tu as l'air d'un clown, soit c'est parce que tu as quelque chose de grandiose à dire. Mais imagine il faut que ça fasse du sens. Exact, absolument. Tu peux pas juste faire un mouvement de nulle part. Mais imagine une boîte de ta ceinture jusqu'à tes épaules, d'environ de la largeur de tes épaules, un petit peu plus large, dépendant de ta personnalité. Moi, ma boîte est plus large, mais ça dépend qui. T'as une bonne personnalité. Puis, c'est ça, exact. Je veux m'exprimer encore plus. Mais généralement, les épaules, c'est correct. Va en avant de toi, va un petit peu sur le côté, pas trop, mais va en avant de toi. Puis accueille les gens. Puis il y a une différence entre j'ai les mains ouvertes devant toi, puis j'ai les mains fermées devant toi. Accueille dominance. Il y a aussi insécurité, il y a quelque chose à cacher. Exact. Fait que de comprendre c'est quoi les mouvements, puis qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est quoi la signification. Fait que ça, c'est un peu... De base, on a une conscience de qu'est-ce que différents mouvements veulent dire, mais de faire un peu des recherches par rapport à ces gestes-là. Puis aussi de s'analyser, est-ce que je suis cohérent dans mes mouvements? Est-ce que je veux dire, il y a deux choses que je veux te parler? Là, le cerveau, il comprend pas. Puis là, ça... Fait que d'être cohérent aussi. Est-ce que mes gestes, ils s'alignent avec mes mots aussi? Ça va être une chose qui va faire en sorte que quelqu'un va être perçu comme un bon orateur. Mais en général, les gens qui sont perçus comme des bons communicateurs, des bons orateurs, c'est des gens qui vont utiliser la gestuelle plus haut que la moyenne. Je vais passer au prochain point. Le vocabulaire. Ouais, comme tu l'as dit, la lecture, l'écriture, la prise de conscience, puis d'élever tes propres standards. Parce que le vocabulaire, on connaît tous des beaux mots, puis des fois, ça m'arrive, je parle avec des gens proches de moi, puis on me dit pourquoi tu utilises ces mots-là. Parce que je le connais, c'est cool d'employer ce mot-là. Je viens juste d'utiliser le mot employer à la place du mot utiliser. Je viens juste d'utiliser VS, je viens juste d'employer ce mot-là. C'est cool de dire employer. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais je me force à élever mes standards dans la manière dont je parle. Puis, une belle manière de parler, là, c'est de mettre les bons mots aux bonnes places. Dans la manière dont je parle. Pas dans la manière que je parle. Dans la manière que je parle. Dans la manière dont je parle. Évidemment, on va toucher à l'éloquence. Exact. On va fermer la caméra, je vais peut-être te dire dans la manière que je parle. Mais là, je considère que c'est important. Je veux passer un message. Puis je veux qu'il soit bien perçu, tout en gardant le sens de ce que je dis. Fait que je vais faire des phrases complètes. Des phrases complètes, puis du vocabulaire. Du vocabulaire que tu as lu ou que tu as écrit, justement. Je dirais que c'est ça. Pour le vocabulaire, un truc très pratique, qui va avoir l'air peut-être un peu fou, lire le dictionnaire. Oh boy, je me suis pas rendu là. J'ai déjà fait ça. Ah ouais? Tu lis le dictionnaire, c'est que tout ton horizon a un vocabulaire qui est plus grand. Encore là, une fois, il faut que tu sois conscient du contexte. Tu veux pas avoir l'air prétentieux à utiliser des mots très complexes que les gens ils comprennent pas. Mais de base, à un niveau qui est pas extrême, d'agrandir son vocabulaire, d'apprendre des mots. Parce que des fois, c'est des mots que tu connais déjà, c'est juste que tu n'as pas tendance à les utiliser parce que ton vocabulaire il est très restreint. Donc, lis le dictionnaire, 5 minutes par semaine, puis ton vocabulaire, il va s'améliorer, puis tu vas être capable de mieux t'exprimer aussi, puis d'être plus précis, parce que ce qui arrive, c'est que non seulement tu vas utiliser des mots qui ont peut-être l'air plus beaux, mais qui vont être plus précis sur quelque chose. Un des mots qui est le moins précis, c'est le mot « chose ». Puis on va l'utiliser souvent. Fait que si j'ai pas un vocabulaire, je sais pas comment ça s'appelle, je dirais cette chose-là sur laquelle tu es assise, t'es pas précis
Donc, d'améliorer ton vocabulaire, ça fait en sorte que tu vas être plus précis aussi quand tu t'exprimes. Ouais, puis tu vas rentrer dans des places où tu n'aurais peut-être pas pensé pouvoir rentrer, tout simplement parce que tu as un langage de quelqu'un qui sait t'éduquer. Exemple facile comme ça, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a une grosse firme d'ingénierie et quelqu'un qui a une grosse firme de... Non, je peux pas dire ça. J'ai l'impression que je sais où Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mais, OK, on va faire autrement. Exemple, tu as l'ambition d'avoir un travail dans une grande firme d'ingénierie ou bien que tu as l'intention d'aller signer un contrat avec quelqu'un qui a une grande compagnie d'ingénierie, donc un domaine scolaire avec des gens qui ont des hautes études. Mm-hmm. Tu arrives là avec un vocabulaire de base, tu n'es pas perçu de la même manière que tu arrives là avec un vocabulaire éduqué. Puis tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour avoir un vocabulaire de quelqu'un qui est allé à l'école. C'est faux. Fait qu'il faut défaire cette... C'est pas que je dis que les gens pas éduqués peuvent pas rentrer dans ces endroits-là. Au contraire. C'est juste que les gens qui se sont attardés à la manière dont ils disent les mots peuvent rentrer dans des endroits qu'ils veulent, en bout de ligne. Parce qu'ils sont capables d'entretenir une conversation puis de comprendre les gens qui ont étudié des années. Tout simplement parce qu'ils utilisent les mêmes mots, les mêmes termes. Exact. Fait que t'as pas besoin d'aller à l'école pour être éduqué exact. Et avoir l'air éduqué aussi. Exactement. Ça, c'est un autre sujet. L'école qu'on pourra rentrer on pourrait rentrer là-dedans. Ouais. Prochain point que j'aimerais apporter, je mettre ça en paquet. Fait que l'éloquence, donc dans l'éloquence, je vais mettre l'énonciation, donc d'être capable de bien prononcer les mots. Je vais mettre la tonalité, puis le volume. Puis, ouais, on va laisser ça à ce point-là. La pratique, puis la recherche de feedback. Moi, je me suis déjà pris un coach pour m'analyser, parler, parce que souvent, tu t'entends parler, tu t'écoutes parler, puis vient un moment où est-ce que tu sais plus là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, va voir ton ami, va voir ta mère, ta soeur, ton frère, demande-lui qu'est-ce que t'aimes quand je parle, puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Tu as besoin d'une rétroaction de quelqu'un. Parce que personne t'écoute plus ou va pouvoir te donner un meilleur feedback que quelqu'un qui vient t'écouter parler. Exemple. Donc, de la pratique, ça vient pas tout seul, là, l'énonciation, la prononciation. Oui, on peut faire l'exercice du crayon dans la bouche. C'est un bon exercice. Veux-tu l'expliquer juste pour... Ouais, je pourrais le montrer, je vais avoir l'air fou. Là. Mais oui, je vais le montrer. OK. L'exercice du crayon dans la bouche, je pense que c'est super cool pour quelqu'un qui a de la misère ou qui bégaye un petit peu ou qui cherche ses mots, qui veut avoir un plus grand impact quand il parle ou tout simplement qui veut être plus confiant dans ses paroles. Qui veut mieux prononcer les mots. Mieux prononcer les mots parce que tu as de l'air de mieux parler si tu prononces mieux les mots. C'est quelque chose qui peut être fait aussi en échauffement. Parce que, par exemple, tu viens de te réveiller, puis là, on a tendance à être plus paresseux, on a tendance à moins articuler quand on parle, puis ça, c'est un truc qui nous aide à nous échauffer, à mieux articuler, mieux parler. Dis-moi quelque chose à dire. Quelque chose à dire, tu veux que je te dise une phrase à dire. On dirait que quand quelqu'un dit quelque chose à dire, c'est plus compliqué que dire. Laisse-moi te lire. Je vais essayer de trouver c'est Proverbe 18 qu'on disait tantôt. Mais 18 qu'on parlait de la parole a un pouvoir. Ah ouais. Fait que... Je reviens pas que je vais faire ça sur caméra. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Attends, fais-le avant, fais-le pendant, puis fais-le après. Okay? Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort... Important de articuler et exagérer quand tu as le crayon dans la bouche. Exact. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai de l'air fou. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Exact, parce que ce qui se passe quand tu le fais, c'est qu'avec le crayon dans la bouche, tu dois exagérer ton mouvement de prononciation pour avoir l'air... pour qu'on puisse comprendre les mots que tu dis. Puis après ça, quand tu vas le faire sans le crayon, tu vas avoir tendance à plus articuler. Un des meilleurs trucs, là, ça me fait penser à plein d'affaires parce que je coach les gens en communication devant la caméra. Fait que c'est mon travail de le faire. Puis, un des trucs que j'ai déjà donné avec quelqu'un, souvent on parle vite puis on veut précipiter les mots qu'on dit. Puis, tu sais, c'est quoi l'impact de ça? C'est de parler avec le bout de sa langue puis de toujours courir après ses mots sur le bout de ses lèvres. C'est de parler avec ses lèvres.
Fait que on court après nos mots sur le bout de nos lèvres jusqu'à temps qu'on perde le fil de ce qu'on dit. Essaie de sortir tous les mots de tes mâchoires, de derrière de ta bouche. Les muscles que tu as ici de mâchoire, sors les mots de là. Je sais que c'est bizarre, mais si tu t'appliques pour que tes mots sortent d'ici, premièrement, tu vas le sentir. Et deuxièmement, tu vas jamais bégayer, ou presque, puis tu vas pas t'enfarger dans les mots. Tu vas pas reprendre une phrase parce que tu t'appliques à parler avec le fond ici. La partie musclée de ta mâchoire, filles et gars, là, peu importe, la partie musclée de ta mâchoire, c'est en arrière. Fait que fais sortir les mots de là, puis ça coule comme du beurre, ça coule comme de l'eau plutôt, pas que du beurre, ça coule comme de l'eau, puis tu t'enfarges pas dans tes lèvres à la fin de ta phrase. Puis, si tu l'exagères, pendant un bout, tu vas même être raqué de la mâchoire après. Puis ça a un gros impact. Essaye-le. Parle très vite normalement. Je te pose la question. De vouloir parler, d'essayer de parler trop vite, puis là, tu t'enfarges dans les mots. Exact. Ouais. Dis la même chose, mais sors-le d'ici. Quand tu le sors plus de derrière, ben, je pense que ce qui arrive, c'est que tu es plus conscient, puis tu vas plus, en travaillant plus, tu vas mieux énoncer tes mots, puis veux pas, ça prend plus de temps à le faire. Exact. Donc, tu parles plus lentement. Ça calme ton rythme. Puis tu peux aussi le faire par la respiration. Exact. Tu es obligé de, premièrement, si tu parles du fond de ta mâchoire, tu dois prendre le temps de respirer, sinon tu n'as plus d'air. Parce que ça te prend plus d'air. Mm-hmm. Donc, tu penses plus lentement, tu calmes ta communication, tu réfléchis à ce que tu dis, puis essaie de faire un avec juste ta mâchoire. C'est plus difficile que si tu utilises tes lèvres. Ouais, le c'est vrai qu'il y a ça vient d'en avant. Exact. Puis, tu as parlé du débit. Le débit, c'est quelque chose que on va remarquer chez les gens. Si quelqu'un, comme tu dis, a un discours précipité, on va avoir tendance à percevoir cette personne-là comme étant stressée, comme ayant moins confiance en elle. Exact. Tu sais, moi, je parle très, très vite. Mm-hmm. Avant, j'étais vraiment stressé, puis là, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai juste l'habileté à dire extrêmement rapidement ce que je veux dire. Puis des fois, c'est un avantage, là. Mais règle générale, parler trop vite, ça témoigne de stress, ça témoigne de nervosité. Fait que juste de calmer le discours. C'est pas, exact. Comme on dit en français, c'est pas that deep. Parle normal. Calme le discours, puis parle avec passion. Parler, c'est un art. Mm-hmm. Parle avec passion, tu sais. Le dernier point que j'aimerais amener, ça serait le contact visuel. Pas besoin d'avoir la confiance. Pas besoin d'être confiant. Puis là, on est habitué de se regarder. Là, on se regarde tout le temps quand on est dans le podcast. Mais il y a des gens avec qui c'est plus dur. Il y a des gens qui ont des regards plus méchants, des regards plus durs, puis tout ça. Puis une conversation, t'es pas obligé de tenir un eye contact comme ça. T'as le droit de regarder, d'illustrer quelque chose, puis de regarder ta main, regarder ton autre main, revenir à la personne. La chose qui paraît, c'est quand tu as un regard qui est chambranlant. Parce que quand je décide de te regarder, je suis pas toujours en train de te regarder, mais quand je te regarde, si je regarde par là, premièrement, tes mots s'en vont où est-ce que tes yeux vont. C'est ce que je viens de remarquer. Là, j'essayais de te parler, puis je regarde un peu partout, en haut, en bas, à terre, je perds mon rythme. Tandis que si je suis concentré à ce que je fais, je regarde ma main, je regarde ici parce que je veux te montrer la plante, ou je regarde toi, je m'enfarge pas dans mes mots, puis j'ai une certaine aisance. Tandis que si mes yeux, ils vont partout, mais genre même moi, je me regarde à te dire, tu sais. Mm-hmm. Donc, truc pratique ou un peu un guideline pour les personnes, quand tu communiques, quand tu parles, règle générale, quand tu es la personne qui parle, tu vas regarder la personne moins que quand tu es la personne qui écoute. Donc, si je parle, je vais peut-être parler la moitié du temps, je vais avoir un eye contact, l'autre moitié, je vais être en train d'expliquer quelque chose, ça se peut que mon regard y est derrière toi, mais l'autre moitié du temps, je te regarde, puis c'est pas juste de regarder, fixer les yeux dans tes yeux, puis d'avoir un regard perçant, ça va être peut-être de regarder, tu vas regarder les épaules, tu vas faire, il y a une technique qui dit de faire un triangle entre les yeux, le menton ou la bouche, qui fait en sorte que t'es pas juste là puis ton regard il bouge pas complètement, t'as l'air d'un robot. Ben, c'est parce que c'est bizarre aussi pour la personne qui te parle. Là, exact. Pour la personne qui t'écoute et la personne qui te parle, ça c'est sûr. Puis, petit tips pour quelqu'un qui parlerait devant une classe, par exemple, en présentation orale ou dans un cadre de prestation devant le public. Tu peux pas regarder une seule personne tout le long, sinon t'as de l'air fou, mais tu peux pas regarder chacune des personnes en même temps. Regarde juste en haut des têtes. Des gens assis. Les gens vont pas remarquer que ils vont penser que tu regardes quelqu'un, mais
pas trop haut, mais juste devant toi. Si les gens sont assis devant toi, regarde juste leur haute tête. Et je dirais aussi, tu peux faire ça si tu as de la difficulté à regarder les gens spécifiquement, Exact. mais de pas garder ton regard tout Non, le temps à la exact, même place, c'est sinon ça. tu as l'air d'avoir un regard vide. Exact. Puis ce qui arrive, c'est que tu connectes pas avec les personnes. C'est ça. Fait que si tu es quelqu'un qui est plus à l'aise, je te donnerais le défi d'essayer de déposer ton regard sur les personnes, Ouais. puis de rester Mais de les peut-être accueillir une pas- ou 2 secondes sur chaque personne. Donc, si on a un exemple que je suis en train de parler à un groupe, je vais discuter, je vais parler, je vais déposer mon regard peut-être sur la personne qui est en avant, puis après ça, Exact. je change mon regard, je vais aller à quelqu'un qui est à ma gauche, je vais dire quelques points, puis là, je vais transférer, puis là, je vais parler directement, comme si je parlais à cette personne-là, parce qu'on a tendance à penser que si tu parles à un groupe, tu parles à plusieurs personnes. Il faut que tu changes ta mentalité à dire que tu parles à des individus, spécifiquement à eux. Exact. Donc, oui, tu en as plusieurs, mais prends le temps de déposer Exact. ton regard Exact. et la façon comment tu vas être perçu Ouais. va être beaucoup meilleure. Ouais. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est comment être cohérent puis avoir une pensée critique puis être en mesure de dire quelque chose qui a de l'impact. C'est en ayant tes pensées, tes paroles puis tes actions alignées ensemble. Quand tu crois ce que tu dis toi-même, puis que tu as la ferme conviction que tu vas aider quelqu'un ou que tu fais la bonne chose, puis que c'est ton opinion ou que c'est un fait que tu as vérifié, tu vas avoir beaucoup plus d'impact, puis les gens vont pas pouvoir te l'enlever. Puis même s'ils sont pas d'accord avec toi, tu vas être en mesure de discuter, d'avoir une conversation. Fait que tes pensées, tes paroles puis tes actions, ça doit être aligné. Noah, Nathan, c'est fait. épisode 3. Épisode 3, un plaisir.